Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h17 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Et le grand entretien aujourd'hui, c'est avec Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF jusqu'au 17 juillet prochain. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous partez dans quel état d'esprit? Vous en avez un peu marre? Vous êtes serein? Vous dites après moi le déluge? Non, plutôt serein. On peut pas en avoir marre, c'est un job, une mission. C'est un job à plein temps quand même. C'est une mission bénévole à plein temps, passionnante, qui, je pense, a une utilité, alors pour les entreprises et pour le pays. Après, c'est un mandat unique, puis j'ai quand même fait 5 ans vice-président, 5 ans président. Donc voilà, 10 ans au service des entreprises, c'est bien, il faut que quelqu'un d'autre prenne le relais, amène des idées nouvelles. Donc je pars assez serein, avec le sentiment du devoir accompli. J'ai fait un certain nombre de choses. J'ai eu un mandat particulier parce Compliqué, que oui. je commence en 2018, Gilets jaunes. Ensuite, 2019, la première réforme des retraites. On oubliait que c'était un 49.3 déjà à l'époque. Ensuite, 2 années de Covid et on finit par la guerre en Ukraine. Ouais. Donc, contexte compliqué. En même temps, vous avez eu un gouvernement très friendly. C'est vrai, on a eu un gouvernement pro-business et en même temps un gouvernement très interventionniste, avec un contexte qui s'y prêtait aussi, une Europe qui amène des législations. Donc on a une vie des entreprises qui se complique quand même énormément. Et nous, notre mission, c'est aussi d'essayer de simplifier et d'éviter l'avalanche de législation. Vous avez beaucoup travaillé avec le gouvernement, en opposition ou d'ailleurs ou en coopération. Quelle note vous mettriez au quinquennat gouvernemental auquel vous êtes confronté sur 10? Allez, une note sur 10. Non, alors sur le couloir de nage qui est le mien, parce que je ne me prononce pas sur les sujets. Non, mais sur votre couloir de nage. Sur l'économie, j'allais dire, c'est plutôt mention bien, quoi, parce que globalement, ça a été fait plutôt en début de quinquennat, quand on regarde bien. La politique de l'offre, alors qui date, la vérité, qu'elle date de la fin du quinquennat Hollande. C'est le CICE. Le CICE a complètement changé la donne en termes de compétitivité. Et donc, globalement, alors même s'il reste des choses à faire sur les impôts de production, on a un pays qui est plus compétitif. Et ça se voit derrière le résultat, c'est le 1,5 million plus ou moins d'emplois qui ont été créés. Et puis c'est une croissance qui résiste. L'angle mort de tout le quinquennat précédent, et celui-là, c'est les dépenses publiques. Alors, il y a des excuses. Oui, vous êtes quand même le quoi qu'il en coûte, le premier président du MEDEF à avoir demandé des aides. C'est quand même pas mal. C'est moi qui l'ai dit. Est-ce que vous n'avez pas trop habitué justement les entreprises à toujours, dès qu'il y a un problème, dire il faut désormais une aide de l'État? D'abord, pour les désintoxiquer maintenant. Je ne regrette rien, si j'ose dire, comme Edith Piaf. Il fallait le faire. D'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, tous les pays occidentaux ont fait plus ou moins la même chose. Ça s'appelle pas PGE ou chômage partiel, mais enfin, on s'est tous retrouvés dans la même situation. Le 10 mars, on ferme tout, on fait quoi? Maintenant, vous avez raison, il faut retirer la sonde et désaddicter, si j'ose dire, les Français, mais aussi parfois, vous avez raison, les patrons, les chefs d'entreprise, aux dépenses publiques. Moi, il ne se passe pas une réunion ou une semaine sans qu'on me propose, dans les commissions du MEDEF, un crédit d'impôt ceci, ou une subvention, ou un bouclier tarifaire cela. Et ça, c'est fini. On ne peut plus. On est passé à ça de Standard & Poor's, de la dégradation de la note Standard & Poor's. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de vous ou pas, mais c'est vrai que le niveau d'endettement de l'État a beaucoup augmenté. Porter seul la responsabilité. Il a fallu, et c'était légitime, aider les entreprises pendant la pandémie, sauf qu'on voit le niveau de déficit, le taux de dette sur le PIB. Bien sûr, mais n'oubliez jamais que les Allemands ont fait la même chose, ils ont fait même plus, ils sont fait de 60 à 80. Alors, ils partaient de 60. C'est ça la grosse différence. Comment on fait le chemin inverse? Vous avez vu que le débat qui monte en ce moment dans la classe politique, notamment au sein du gouvernement, c'est des nouveaux impôts. On va taxer les grosses entreprises, on va taxer les sociétés d'autoroutes. Est-ce que c'est la bonne méthode? Je ne vais pas vous surprendre. Non. Pourquoi non? Pas juste par réflexe pavlovien, mais défiant de dire pas d'impôts. La leçon, le business case le plus impressionnant de ce quinquennat, c'est l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, il passe de 33% à 25%. 25, c'est pas l'Irlande, c'est pas Malte. 25, c'est la moyenne européenne. Et nous, on est d'accord pour dire que 25, c'est bien, c'est le bon niveau d'imposition. On ne demande pas zéro impôt. Mais avec 25%, les recettes d'IS 2022 sont largement supérieures à celles
des recettes d'IS 2019, ou pas 2019, 2017, début de quinquennat, pardon, avec 33. Autrement dit, c'est la fameuse courbe de l'affaire. Voilà, je voulais pas être pédant en citant la courbe de l'affaire, mais c'est la démonstration réelle, vivante, qu'à un moment donné, que ça marche. Quand l'impôt est trop important, les recettes baissent. On perd des recettes puisqu'on n'investit pas, au fond. Alors, ça marche dans les deux sens, hein, la courbe. Vous vous souvenez, pour vos auditeurs, je ne sais pas si on voit ça, c'est une courbe en cloche. C'est-à-dire que trop d'impôts tue l'impôt, et pas assez d'impôts, évidemment, tue les recettes. Et donc, à 25, on est au bon niveau. Donc, réponse à votre question, non, arrêtons. Arrêtons dans un pays qui est en plus au top, pour une fois, de quelque chose qui est le niveau des impôts. Et sur les plus riches, François Bayrou, par exemple, suggère effectivement, comme d'ailleurs Edgar Pisani, un impôt supplémentaire. Edgar, c'est Jean Pisani. Edgar, c'est même pas son père. Non, c'est vrai, pardon. Jean Pisani, un impôt supplémentaire sur les plus riches. C'est extraordinaire parce que, si vous voulez, c'est tellement dans le symbole révolutionnaire, ça rapporte, donc Dixit Pisani-Ferry, 5 milliards sur 10 ans, alors que dans le même temps, il dit qu'il faut dépenser 66 milliards par an pour cette transition. Donc, on voit bien que ce n'est pas la solution, on voit que c'est un symbole, c'est montrer des têtes au peuple. Bon, ça n'a aucun intérêt. Et alors, ce qui m'a fasciné dans ces différents rapports, c'est on commence par les 10% les plus riches, on s'aperçoit qu'on est à peu près à équivalent, il y a 20 ans, la France étant le pays qui a moins déformé la courbe. Puis après, on prend les 1%, puis après, on arrive au 0,001%. Enfin, on cherche un bouc émissaire. Bon, si vous voulez, moi, je suis fier que dans ce pays, on ait un Bernard Arnault qui soit effectivement une des grandes fortunes. Il a pris une toute petite entreprise, enfin une petite entreprise de luxe, il en a fait un groupe mondial. Ça crée des milliers d'emplois dans les territoires. Arrêtons cette chasse aux riches. Un mot du dialogue social, c'est peut-être une de vos réussites pendant le mandat. Vous avez l'impression, je la revendique. Vous avez l'impression que dans une société où on conflictualise tout, aujourd'hui notamment, c'est une des spécialités du politique, on arrive encore à discuter dans les entreprises et c'est là où on arrive à avancer. Exactement. Je vais vous dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai été élu, il y avait pas mal de commentaires sur le thème « il connaît rien au dialogue social », machin, etc. Bon. Moi, j'ai pris le problème à la base, je me suis dit, ça marche dans les entreprises. Il y a toujours des exceptions, mais globalement, pourquoi ? Parce que les gens, ils ont un intérêt commun à la réussite de l'entreprise, à l'emploi. Après, il y a des divergences sur comment on partage la valeur. Et donc, j'ai dit aux syndicats, au fond, le président Macron nous bypass, nous court-circuite. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas proposer des choses qui font avancer. Et on a réussi à remettre un peu les compteurs à zéro. On a créé, le MEDEF a proposé cet agenda social autonome en disant ne nous laissons pas dicter. Parce que si on est en réaction avec une lettre de cadrage qui dit vous allez commencer tant, puis vous allez arriver là, il n'y a pas de négociation. Il a promis d'arrêter de bypasser. Vous y croyez là ? Écoutez, à l'arrêt de l'interventionnisme ? En tout cas, on va jouer le jeu. Si vous voulez, c'est probablement un calcul politique. Personne n'est naïf. Il n'y a pas de majorité, vous l'avez dit, au Parlement. On leur a tiré une épine du pied en signant un accord partage de la valeur qui paraissait impossible. Donc, je pense que c'est un calcul politique assez intelligent d'ailleurs, parce que, disons les choses, soit on y arrive et on résout un certain nombre de problèmes, parce qu'on fait avancer le pays, soit on n'y arrive pas et le gouvernement sera légitime à dire, écoutez, vous n'y êtes pas arrivé, on prend la main. Donc, on est aussi, nous, assez sous pression. Geoffroy Roux de Bézieux, l'événement, c'est évidemment lundi sur le plateau de BFM Business avec le débat, le premier dans l'histoire du MEDEF entre les deux candidats finalistes. Ils sont que deux, effectivement, Patrick Martin et Dominique Carlac. Avec Laure, on aura le plaisir, effectivement, d'animer ce débat entre les deux. Est-ce qu'il y a des différences de programme entre les deux candidats ou est-ce que c'est un choix de personne qui va être fait ? D'abord, si vous voulez, le programme d'un président du MEDEF, alors il peut concerner l'interne, mais sur l'externe, il peut dire on va baisser les impôts, etc. Mais c'est pas le MEDEF qui décide. Et j'allais dire sur la doctrine, je crois pas qu'il y ait d'énormes différences. Les deux ont travaillé avec moi, un comme président délégué, l'autre comme vice-présidente. Je dirais que c'est une ligne qui est plutôt, évidemment, pro-entreprise, mais qui s'inscrit dans la continuité avec le fait de vouloir faire du dialogue social, le fait d'avoir une attitude
pédagogique vis-à-vis de l'opinion. Il y a un candidat qui voulait le retour du MEDEF de combat, mais qui n'a pas prospéré. Donc, je pense qu'on est, si vous voulez, sur un consensus. Après, il y a deux incarnations différentes, deux histoires personnelles différentes d'entrepreneurs, enfin dans les deux cas. Donc, c'est plus un problème d'incarnation. On a, nous, un système qui est un peu à mi-chemin entre la CGT, où ça a été poire d'empoigne vraisemblable, et la CFDT où c'est un adoubement. 97%. Voilà. C'est quoi votre conseil à vous? L'erreur vraiment qu'il ne faut pas faire? Non, je ne donne pas de conseils, si vous voulez. Je pense que chacun imprimera sa ligne. Moi, j'ai donné un certain nombre de défis. Ce n'est pas des conseils, parce que une fois qu'on est en place... il faudra, chacun prendra ses responsabilités. Il y a l'Europe parmi les défis. Hein. Oui, si vous voulez, moi, c'est un peu mon regret. C'est-à-dire que entre les crises et le fait qu'on ait aspiré par les sujets franco-français et les ministres qui veulent vous voir toute la journée, on a laissé passer énormément de choses. On le voit, la taxonomie, et la transition. La partie environnementale, réglementaire, reporting extra-financier vient de l'Europe. Or, l'Europe, c'est un maestro, c'est très très compliqué. Le Parlement européen, le système du Parlement européen, vous savez, c'est un système de coalition beaucoup plus à l'allemande que le système parlementaire français. Et on est d'ailleurs, c'est collectif, hein. C'est pas que le MEDEF, c'est-à-dire que l'ensemble, on va dire, des politiques français est peu présent à Bruxelles, auprès du Parlement et de la Commission. Alors moi, j'ai musclé notre dispositif à Bruxelles, on a renforcé la direction, mais mon temps de cerveau n'a pas été assez consacré à Bruxelles, je m'en rends compte au bout de 5 ans, et donc il faudra que le nouveau président ou la nouvelle présidente essaye de s'extirper du maelstrom politique français, des petites polémiques à la semaine pour aller prendre son bâton de pèlerin à Bruxelles. Le débat, Dominique Carlac, Patrick Martin, ça sera donc à 18h, de 18h à 20h sur BFM Business. Vous êtes travaillé avec les deux, une petite préférence quand même? Que le meilleur gagne? Oui, que le meilleur gagne. Non, je crois que ça serait rendre service à personne, ni au candidat, ni à l'institution, que le président sortant descende dans l'arène. Pierre Gattaz ne l'avait pas fait, et je pense que c'est une bonne jurisprudence. Vous aurez les clés le 17 juillet. Oui, le 18 juillet, du coup, vous jardinez. Écoutez, j'ai vélo et piscine. Voilà. Un gros programme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, donc jusqu'au 17 juillet.